Dans cette deuxième petite vidéo sur les choses importantes que vous devez savoir, je veux vous parler des cours de conduite et des objectifs pédagogiques. Les cours de conduite que vous allez suivre se doivent d'être structurés. Mais c'est quoi un cours structuré? Alors là, vaste question. D'autant plus qu'il semblerait qu'il n'existe pas de structure type, ni une qui soit vraiment meilleure qu'une autre. Ouais, mes parents, moi, ils préféraient que je fasse l'autoroute et les manœuvres direct au début, parce que c'est ça, il paraît, qui est le plus compliqué, quoi. Conduire, ça c'est facile, quoi. Alors justement, il faudrait commencer par quoi dans l'apprentissage de la conduite? Et c'est quoi un objectif pédagogique? J'ai remarqué que la plupart des gens qui suivent des cours avec moi n'en ont pas vraiment d'idée. En tout cas, votre moniteur devrait toujours commencer par des choses plutôt simples et finir par des choses plus compliquées. En réalité, rien n'est très compliqué. Ce qui rend les choses difficiles en conduite, c'est le fait de devoir faire plusieurs actions et manipulations successives, voire même pour certaines en même temps. Par exemple, pour faire simple et selon le niveau de l'apprenant, au début on va parler de la manipulation du volant d'un point de vue purement gestuel, puis sans regarder le volant, la direction à suivre. Une fois que cette étape est acquise, il s'agit de parler de comment gérer les gaz, puis en coordination avec le volant, cette manipulation supplémentaire permettra de le faire revenir en sortie de virage. Jusqu'à être capable, par exemple, lors d'une approche d'intersection, de cumuler plus de 10 actions successives, dont certaines se feront même simultanément. Eh bien, croyez-moi, pour un nouveau conducteur, son cerveau, ses yeux, ses mains et ses pieds sont mis à rude épreuve. Ouais, c'est ça qu'on faisait avec mon père, ces approches, mais il m'a engueulé parce que je regardais le levier de vitesse. Ensuite, il disait que je freinais trop tôt. Puis pour finir, il m'engueulait parce que je m'arrêtais au céder le passage, Moi, ces approches, je comprends plus rien, Alors évidemment, il faut y aller par étapes. Et il faudrait une structure. Selon moi, si on parle de structure, on parle d'étapes d'apprentissage. Et évidemment, d'objectifs pédagogiques. À chaque fois que vous commencez un cours avec un moniteur, vous devez impérativement savoir ce que vous devez réussir à faire, à améliorer ou à savoir. Au pire, ce que vous devriez au moins comprendre d'ici à la fin du cours. Moi, ce que je fais dans mes cours, après une brève évaluation du niveau de l'apprenant, je vais lui verbaliser un objectif du genre « À la fin de ce cours, tu devras être capable d'engager le bon rapport de vitesse lors d'une approche d'intersection. » Mais je dois aussi lui préciser des critères d'appréciation qui soient mesurables pour lui, comme par exemple, il ne doit pas y avoir d'à-coup lors du changement de vitesse et l'embrayage doit être remonté avant d'entrer dans le virage. En ce qui me concerne, je ne supporte pas de faire quelque chose sans savoir pourquoi et je crois que nous sommes tous pareils. Du coup, je dois aussi m'assurer que mon élève conducteur comprenne pourquoi il doit faire les choses de cette manière. Alors je lui explique que le rapport choisi doit lui permettre de relancer le véhicule en sortie de virage. Et si l'embrayage doit être remonté, c'est parce qu'il doit pouvoir maintenir une allure constante dans la courbe en mettant des gaz, etc. etc. Ouh là là, alors moi ça a l'air compliqué tout ça. En tout cas, mon père, moi, il me dit qu'un bon conducteur, c'est celui qui a des bons réflexes. Justement, en fait, un bon conducteur ne doit pas avoir juste de bonnes réactions et encore moins de bons réflexes. Celui qui roule en se vantant d'avoir de bons réflexes n'est sûrement pas un si bon conducteur. Au contraire, il s'agit d'avoir des actions anticipées pour gérer les situations qui se présentent à nous. Des événements subis peuvent bien sûr se produire, mais des événements parfaitement prévisibles, ça n'existe pas vraiment. Et pour les sceptiques, le simple fait que vous me citiez une situation imprévisible prouve qu'en fait elle ne l'est pas. L'apprenant doit donc être placé dans un processus qu'on pourrait appeler apprentissage, qui consiste à mettre en place des automatismes en apprenant à observer et à reconnaître les particularités de chaque situation et à agir en conséquence. Alors dans ce but, les cours seront jonchés d'objectifs spécifiques. Et en ce qui vous concerne, vous devez impérativement savoir où vous en êtes, ce que vous devez faire et dans quel ordre pour y parvenir. Et si votre moniteur ne vous le précise pas, alors posez-lui la question. Et s'il n'a pas trop l'air de savoir, discutez-en. Après tout, c'est vous le client. Et au pire, changez de moniteur. Ouais, mon moniteur, à moi, il est trop cool. Moi, je ne changerais pour rien au monde. Mais il ne me parle pas de tes objectifs, tes trucs là. Moi, on roule et puis quand tu as un truc qui est faux, il me dit, puis voilà Et puis on s'arrête de boire un café. Mais je crois qu'il m'a dit qu'il reste encore 12 cours à faire, je crois, avant l'examen. Maintenant, c'est clair, en tant qu'apprenant, vous aurez peut-être déjà de l'expérience. Et avant de commencer l'auto-école, vous aurez peut-être roulé en scooter, en tracteur ou avec d'autres véhicules. Le moniteur devra donc être très flexible et votre expérience influencera directement sur les différents objectifs et forcément sur le nombre d'heures d'auto-école que vous pourriez devoir faire. Je parlerai des heures de conduite dans le troisième point de cette vidéo, mais juste avant, je veux vous parler de la préparation psychologique pour l'examen. Alors bon, c'est clair que pour l'examen, bien conduire est quelque chose de primordial. Et le fait de bien maîtriser le véhicule et la circulation aidera clairement à faire diminuer le stress. Je rencontre parfois des candidats au permis qui ne stressent pas pour l'examen, mais pour la majeure partie d'entre nous, les examens, ça fait stresser. Et c'est là que la préparation psychologique est importante. En discutant avec mes apprenants, ils m'ont souvent dit qu'ils devaient absolument l'avoir ou qu'ils n'avaient pas le droit de le louper. En fait, en y réfléchissant, j'ai remarqué qu'en dehors du fait de ne pas se sentir prêt, les gens généraient du stress à l'idée de se présenter à l'examen pour 3 raisons principales. La première source de stress peut être liée à notre vécu, probablement liée à d'autres situations d'échec ou d'évaluation vécues dans le cadre de nos diverses études ou apprentissages, ou même carrément dans le cadre familial. La deuxième chose qui, selon moi, peut générer du stress peut être liée aux gens de notre entourage. Et même s'ils ne nous ont rien dit,
simplement parce qu'on ne veut pas les décevoir ou parce qu'on éprouve une certaine fierté vis-à-vis d'eux à réussir. Enfin, la troisième chose que j'ai remarqué pour laquelle les candidats au permis généraient du stress, certes plus rare, est liée à la pression directe mise par les proches, des amis mais souvent les parents. Les parents peuvent mettre la pression pour diverses raisons telles que pour l'aspect financier, par fierté ou pour d'autres raisons que seuls connaissent. Alors si je peux vous donner quelques conseils pour essayer de gérer votre stress, je dirais qu'il faudrait plutôt relativiser et prendre de la distance par rapport à ce permis. Même si se fixer des objectifs et la visualisation de notre futur est importante pour avancer, il faut peut-être ne pas trop planifier de choses avant de l'avoir obtenu. Comme par exemple dire à vos potes que vous irez les chercher pour sortir. C'est ce que j'avais fait en 1998 juste avant de rater mon permis. Ou planifier d'aller à votre travail ou en vacances avec votre voiture à partir de telle ou telle date.